composants du grand feu souterrain prouvent que ces éléments sont un seul parchemin contre la force de fer, formule de la nuit, par les flammes et la lumière, joint ce qui est détruit. Attention, c'est parti! Une étiquette de yaourt d'Anonino, l'album des Minicums, une vieille télécommande, ta collection de cartes Digimon, c'est pour la bonne cause. Oh, Wunsch Wunsch, potion toute magique, réalise pour nous ce vœu maléfique. Lorsqu'elle cesse d'être diffusée, C'est là leur destin tragique, nos séries animées préférées, sont oubliés du public. pour que leurs souvenirs renaissent en cette heure, fait qu'une vidéo révèle leur valeur et que leur qualité devienne si apparente que leur mémoire soit à jamais persistante. Et pour que ce sang répande l'enfer, Répétons la formule à l'envers. Persistante jamais à soi, mémoire lors que, apparente si devienne qualité lors que, et valeur lors révèle vidéo qu'une fait, heure 7 ans renaît souvenir lors que pour, public du oublié son préféré animé série no, tragique destin leur lacet, diffusé d'FSL Lors. Aïe, 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 aïe. Dans cette heure du plot, la review sera permanente. Tu te rappelles Wunsch Wunsch? Tu es conscient que ce serait pas crédible de faire le gag des adaptations. Oui, oui. Pourtant, la série animée Wunsch Punch, sortie en 2000, est bel et bien l'adaptation d'un roman pour la jeunesse écrit par Michael Ende, l'auteur auquel on doit l'histoire sans fin. Le titre allemand original de ce roman, t'es pas sur moi pour le prononcer, contient bien le terme Wunsch Punch. Petit joueur, regarde, c'est facile. Der Satanarchaol... Der Satanarchaolog... Der Satanarchaologenialkoholische... Bon... En revanche, sa traduction française est La Satane maléfique assasse infernale potion du professeur Laboulette. Donc pas de quiproquo, quand on dit Wunsch Punch en français, on parle bien du dessin animé. Le roman a été traduit en 2006, soit bien après la production du dessin animé qui est franco-canadien. Sans doute pour cette raison, la série animée et la version française du roman proposent des traductions distinctes et indépendantes des noms et termes techniques originaux. Ainsi, Wunsch Punch, littéralement punch à souhait, est traduite Wunsch Punch dans la série animée et juste potion dans la VF du roman. La version allemande du dessin animé reprend bien évidemment les termes originaux du roman. Bon, histoire de mettre les choses en place, on va faire une mise au point sur les noms et les versions. On appelle VO la version originale du roman, on appelle VF la version française du roman, et on dira dans le dessin animé, pour la VF, qui est la VO du dessin animé. Donc, nous avons 5 personnages principaux. D'abord les deux sorciers. Belzébuth Hervétsar en VO, traduit Belzébub la boulette en VF, et Bella Belzébuth Bubonique, ou simplement Bubonique dans le dessin animé. Tyrannia Fampearl en VO, traduit Tyrannie Vampirale en VF, et Tyrannia Vanity, ou simplement Tyrannia dans le dessin animé. Ensuite l'inspecteur, Maledictus Made en VO, traduit Maledictus Made en VF, et Maledictus Maggot dans le dessin animé. Enfin, les deux animaux des sorciers, le chat, Maurizio Di Mauro dans les 3 versions, et le corbeau, Jacob Crackle en VO, resté Jacob Crackle en VF, devenu Jacob Scribouillard dans le dessin animé. À partir de maintenant, on n'emploiera que les termes du dessin animé, même pour parler du roman, ok? Donc on récapitule. Bubonique, Tyrannia, Maledictus Maggot, Monsieur Maledictus Maggot. Maurizio Di Mauro et Jacob Scribouillard. Donc, l'intrigue du dessin animé. Écoutons le générique le plus entraînant du monde qui nous en donne un aperçu. C'est une histoire de sorciers très bêtes et méchants qui jettent des sorts maléfiques sur tous les vivants. Mais Jacob et Maurizio déjouent leur plan malgré le pouvoir magique, pouvoir géant de la Wunsch Punch. Potion magique, catastrophique. Wunsch Punch, potion magique, vent de Paris. Bubonique et Tyrannia, neveux étant l'un de l'autre, sont deux sorciers qui vivent dans le manoir cauchemar, aussi appelé Château des Amadors, apparemment en périphérie d'une mégalopole qui s'appelle... Mégalopolis. Tous deux âgés de plus de 300 ans, mais suffisamment, quoique inégalement adaptés au monde contemporain, leur mission consiste à jeter des sorts sur la ville pour rendre la vie impossible à ses habitants.
Bien que raisonnablement doués en tant que sorciers, ils sont plutôt paresseux et ne se mettent au travail que lorsque l'inspecteur du mal, Maledictus Maggot, Monsieur Maledictus Maggot. vient leur remonter les bretelles. Lorsque ça se produit, à chaque épisode, ils trouvent Fissa une idée de sort suffisamment sinistre à lancer, puis préparent une potion, la Wunschpunsch, à l'aide d'un parchemin dont ils détiennent chacun une moitié. Ils font ensuite un vœu qui se réalise. C'est ça le sort. 7 heures après être lancé, il devient permanent. S'il n'est pas déjoué dans l'intervalle, il n'y a plus rien à faire. Jacob et Maurizio, les animaux respectifs de Tyrannia et Bubonic, secrètement espions à la solde du Conseil des animaux envoyés surveiller les actions des sorciers, doivent alors mettre ces 7 heures à profit pour aller au zoo, demander à la tortue Antinoé une énigme dont la découverte et la mise en œuvre de la solution annulera le sort. Vous avez compris que c'est une série répétitive. Nous, vous savez bien que ça ne nous gêne pas, mais ceux qui se plaignent de la répétitivité de Code Lyoko ou de Phineas et Ferb découvriront avec Wunschpunsch ce que c'est qu'une série authentiquement répétitive. Presque tous les épisodes, particulièrement ceux de la saison 1, ont exactement la même structure. Et à peu près le même déroulement. L'épisode ouvre sur une scène de vie quotidienne de Bubonic et Tyrannia, impliquant ou non leurs animaux. Maggot Monsieur Maggot. fait soudain irruption dans la pièce où ils se trouvent pour leur rappeler leur obligation contractuelle de jeter un sort suffisamment sinistre sur Megalopolis, et leur promettant de les punir si l'obligation n'est pas remplie, séance tenante. Les sorciers réfléchissent quelques instants, puis l'un d'eux a une idée de sort, inspirée par la scène de vie quotidienne du début. Dans certains épisodes, Jacob et Maurizio essayent de les empêcher de le lancer mais échouent. Ça marche toujours dans les dessins animés. S'ensuit une chorégraphie au cours de laquelle les sorciers jettent le sort et un compte à rebours de 7 heures est lancé. Aïe, 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 oui, aïe, aïe, aïe. Dans cette heure, le sort sera permanent. On reviendra sur ce passage. En général, Jacob et Maurizio ne parviennent pas à entendre ou à comprendre en quoi consiste le sort. Ils doivent donc aller en ville pour constater ses effets. Apparemment, c'est indispensable pour obtenir l'énigme permettant de le résoudre. Mais indépendamment de ça, nos héros se posent toujours la question de si le sort est suffisamment grave pour justifier de tenter de l'annuler. Évidemment, à chaque fois, ça l'est. Nos amis se rendent donc au zoo pour obtenir l'énigme. Ils s'arrêtent souvent en chemin pour des raisons diverses et variées. Typiquement, soit parce que le sort gêne leur progression, soit pour sauver des figurants en danger, histoire de montrer que ce sont quand même de vrais héros. Une fois au zoo, Jacob et Maurizio doivent expliquer la situation à Antinoé pour obtenir l'énigme. Antinoé est parfois seule, mais elle est le plus souvent entourée d'une partie du Conseil des animaux. Celui-ci inclut une lionne, un pélican, un mouton, un rat, un singe, une chèvre et... Okilélé. Bon, il paraît que c'est un cochon, mais allons quoi, c'est Okilélé. Passons. L'énigme donc. C'est le passage le plus bizarre. C'est la situation qui inspire l'énigme à Antinoé. Il s'agit d'une maxime en vers. Parfois elle prétend l'avoir apprise dans tel ou tel contexte et la récite parce qu'elle la trouve adaptée à la situation. Mais le reste du temps, on nous explique très clairement qu'Antinoé entre dans une sorte de transe et invente l'énigme sur le tas. Le poème qu'elle récite n'existait nulle part, pas même dans sa tête avant qu'elle ne le déclame. C'est à son don de divination, pas à sa sagesse que les héros font appel quand ils vont voir Antinoé. On apprend également dans le dernier épisode qu'Antinoé a subi un conditionnement spécial pour être en mesure de donner l'énigme même quand la nature du sort jeté devrait l'en empêcher. Globalement, ça n'a pas d'importance car les sorciers ignorent complètement pourquoi leur sort échoue à chaque fois. Bref, Jacob commence par envisager une solution évidente à l'énigme, qui se révélera ne pas être la bonne solution, mais avoir quand même un rapport avec la solution, puis Maurizio dira une chose où il se produira un événement qui inspirera à Jacob la bonne solution. C'est le déroulement de cette partie de l'épisode qui est le plus variable. Jacob et Maurizio mettent en œuvre la solution juste à temps, le sort est annulé, les sorciers constatent avec un mélange d'incrédulité et de désespoir qu'ils ont encore échoué, Maggot Monsieur Maggot. revient leur administrer une punition magique plus ou moins en rapport avec ce qui s'est passé dans l'épisode, et celui-ci se termine avec Jacob et Maurizio se réjouissant de leur victoire. Le gros point fort de la série, en particulier dans la saison 1, c'est le rythme. Malgré leur simplicité et leur répétitivité, on ne s'ennuie jamais devant les épisodes. Le côté thriller avec le compte à rebours de 7 heures fonctionne vraiment très bien. Il y a un vrai suspense entretenu jusqu'à l'annulation du sort. Même si la série a la douceur d'une série pour enfants plutôt jeunes, on sent que la tension monte. C'est paradoxal parce qu'on sait que, bien évidemment, le sort sera annulé au dernier moment, qu'il est impossible que les héros perdent, et que les indications temporelles données au fil de l'épisode sont du même niveau de bullshit que les points de vie dans Code Lyoko. Mais les 7 heures filent à une vitesse folle, et c'est cette rapidité du compte à rebours qui nous maintient en haleine. Cette vitesse a une cause simple et des conséquences simples. La cause, c'est que le sort est jeté à environ 8 minutes de l'épisode. Sur 20. Ce qui fait que les 7 heures du compte à rebours passent en une dizaine de minutes d'épisode. C'est rapide. La conséquence majeure, c'est que Jacob et Maurizio prennent un temps dingue à constater les effets du sort, puis à aller au zoo, puis à revenir en ville pour résoudre l'énigme. La durée réelle ou montrée à l'écran de chacune de ces étapes est variable. Mais vraiment, quand on nous donne les repères temporels, on se rend compte que tout prend un temps fou. Comparé aux quelques minutes d'épisode que ça a réellement pris, on se sent comme
Comme un examen de 2 heures où le prof annonce qu'il reste qu'1 heure alors qu'on a fait que la première question. Terminé. Déjà, j'ai pas encore fini. Même si en tant que spectateur, on n'a rien d'autre à faire que regarder les héros lutter contre la montre, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Dans la saison 2, comme ils se sont apparemment rendus compte que les repères temporels n'étaient pas très indicatifs dans l'absolu, les héros regardent beaucoup moins leur montre et du coup on perd un peu le suspense lié à ça. Mais l'effet produit est à la fois similaire et différent de celui des animaux du bois de Katsu. Nos deux animaux sont hyper lents parce qu'ils sont des animaux. Mais là où ceux du bois de Katsu sont lents parce qu'ils font tout lentement et ont tendance à se disperser, Jacob et Maurizio sont simplement lents parce que le zoo est loin, que Jacob est vieux donc ne peut pas voler rapidement sur toute la distance qui les sépare du zoo, encore moins en portant Maurizio, et que le sort les ralentit beaucoup même s'ils sont dynamiques et déterminés. Ce rythme qui fait qu'on ne s'ennuie pas est, comme on l'a déjà un peu dit, consolidé par la structure des épisodes. On a un premier bon tiers d'épisode consacré à mettre la situation en place, et ce n'est pas trop pour faire interagir 5 personnages principaux. Maggot Monsieur Maledictus, Maggot. n'intervient généralement qu'au début pour motiver les sorciers et à la fin pour les punir. Mais le reste du temps, notamment pendant le compte à rebours, on a 4 personnages principaux à gérer. Donc pendant toute cette phase, on alterne des scènes de Jacob et Maurizio s'employant à déjouer le sort et des scènes de Tyrannia et Bubonic constatant les effets de leur sort, se réjouissant du malheur des habitants de Mégalopolis, mais finissant généralement par subir eux-mêmes, directement ou indirectement, les conséquences de leurs maléfices. Cette alternance est très bien pensée. On coupe juste ce qu'il faut sur les uns et les autres et juste la durée qu'il faut. On pourrait penser que c'est malvenu de faire ce type de coupure pendant un compte à rebours, mais les sorciers étant les personnages les plus charismatiques, on y reviendra, c'est loin d'être de trop. Contrairement à Code Lyoko où l'attaque de Xana avait tendance à être déjouée 1 seconde avant qu'un personnage ne soit tué, le sort de Wunschpunch n'est pas toujours déjoué à la seconde près avant qu'il devienne permanent. Le délai est plus variable, mais quand même les 7 heures sont toujours quasiment écoulées et la résolution de l'énigme finit toujours par revêtir un caractère urgent. De manière générale, l'équipe qui a conçu les épisodes avait un excellent sens du temps. Parfois, il y a des péripéties qui se révèlent parfaitement inutiles pour l'épisode dans son ensemble, alors on se demande pourquoi elles sont là. Et on se rend compte que c'est simplement parce que l'intrigue principale de l'épisode est trop simple pour tenir 20 minutes. Alors ils ont ajouté des sous-intrigues pour que les péripéties s'enchaînent aussi vite que d'habitude et qu'on ne s'ennuie pas. C'est critiquable du point de vue du scénario, mais c'est ingénieux. Et c'est bien fait. Le déroulement de l'épisode paraîtra quand même naturel à un public non habitué. Un élément central du rythme, oui central c'est le cas de le dire, c'est la scène de l'incantation, le moment où les sorciers jettent le sort. Par le pouvoir imposant du grand feu souterrain, prouve que ces éléments sont un seul parchemin. De nombreuses séries pour enfants ont leurs scènes récurrentes. C'est en quelque sorte la ponctuation des séries pour enfants, qui en améliore la lisibilité pour le jeune public. Wunschpunch a donc la scène de la Wunschpunch. Elle présente 2 grosses différences avec la scène récurrente typique de dessin animé. Première différence, elle n'est pas chiante à regarder comme le sont généralement ces scènes à la longue. Au contraire, c'est le meilleur moment, celui qu'on attend avec impatience. C'est ça la grosse contribution de cette scène au rythme. Si c'est le meilleur moment, c'est d'abord et avant tout grâce à la musique. Musique qui est réellement présente dans l'histoire d'ailleurs. On l'entend de l'extérieur comme à la sortie d'une discothèque. Un seul parchemin. Qu'est-ce qui leur prend? Ils ont fermé la chatière et aussi la fenêtre. Mais si cette scène est aussi captivante, c'est aussi grâce à la chorégraphie. Car, deuxième différence, cette scène n'est pas recyclée. Jamais. Même la partie constante du poème, celle de la réunion du parchemin, est réanimée à chaque fois. Et c'est là qu'on se rend compte d'une chose qu'on ne remarque pas forcément au premier coup d'œil, la qualité de l'animation. Tout bouge bien, certaines choses bougent même parfois trop comme dans Loulou de Montmartre. Les textures sont jolies et il n'y a pas de recyclage flagrant. La série se permet même certains luxes rares dans les séries animées. Déjà, la chorégraphie des sorciers pendant l'incantation, en plus de ne jamais être 2 fois la même, est loin d'être rudimentaire. Il y a beaucoup de mouvements. Ensuite, autant Bubonic est quasiment toujours habillée de la même façon, autant Tyrannia change de tenue à chaque épisode. Bon, parfois elle porte des tenues à motifs qui ne bougent pas correctement par rapport à son corps. Et autant dans Jules Verne on pouvait penser que c'était un choix esthétique, autant là ça fait plutôt penser à un raté d'animation. Allons, la plupart du temps c'est nickel. C'est déjà ambitieux d'avoir un personnage qui change de tenue tout le temps et une scène récurrente réanimée à chaque épisode. Le budget a dû diminuer un peu au fil de la production, car dans les épisodes tardifs où la tenue de Tyrannia déconne, la chorégraphie devant la Wunschpunch devient également plus minimaliste et de plus en plus hors cadre. Mais c'était le meilleur parti à prendre, ça valait mieux que de recycler la scène, et c'est vraiment seulement dans certains épisodes tardifs de la saison 2. Toujours est-il que cette scène est la plus amusante à regarder, tant pour sa forme qu'on vient d'évoquer, que pour le fond. Les sorciers commencent par dire un poème stéréotypé pour réunir les 2 parties du parchemin, puis la plupart du temps ils apportent les ingrédients à mettre dans la Wunschpunch, des objets en rapport avec la nature de leur sort. Cette étape peut être sabotée. En général c'est des choses plutôt convenues, mais on a quelques perles, n'en citons qu'une. Ici le sort consiste à rendre les gens dépressifs et... Un recueil de mauvaises nouvelles. Tous les numéros perdants
du loto. Ensuite, les sorciers doivent donner en vers l'énoncé de leur sort. C'est toujours amusant d'entendre comment ils le formulent. Et enfin, Afin que le sort répande l'enfer. ils doivent répéter la formule à l'envers. C'est-à-dire que les mots sont à l'endroit, mais leur ordre est inversé, c'est l'inverse de la Zorglang. Parfois ils annoncent qu'ils vont le faire, parfois non. Mais répéter la formule à l'envers est essentiel au bon fonctionnement du sort. S'ils ne le font pas, celui-ci s'aggrave progressivement au fil du temps. Mais c'est pas plutôt une bonne chose pour les sorciers, ça? Non, car le but de ces sorts n'est pas d'être mortellement dangereux. Or, un sort qui s'aggrave au fil du temps finit forcément par le devenir. Non, le but est de compliquer la vie des gens, durablement. Le but est que ce soit un sort auquel on ne s'habitue pas, même s'il devient permanent, qui continue à être embêtant même passé la période de découverte. Donc il ne faut pas qu'il tue, sinon il finira par ne plus embêter personne. Ce n'est pas si évident que ça de trouver une calamité à laquelle on ne peut pas s'habituer. Et Bubonic et Tyrannia ont un certain talent pour ça. Faire que les choses disparaissent dès l'instant où on les cherche, faire que personne ne puisse résister à la tentation d'une bonne blague, faire que les files d'attente se prolongent indéfiniment, faire que tout le monde devienne absolument incompétent, faire que tout le monde soit constamment enrhumé. Ces sorciers sont des génies en fait. Le générique nous avait annoncé que ce serait une histoire de sorciers très bêtes et méchants. Mais pour la bêtise, on repassera. Quant à la méchanceté, on y reviendra. La conception de ces sorts fait qu'ils ne tuent qu'en marge. Ce n'est jamais leur but principal. Mais c'est quand même souvent un de leurs effets notables qui justifie que Jacob et Maurizio s'interrompent dans leur course vers le zoo pour sauver les figurants en danger. Ne vous méprenez pas. Si ces sorts sont si bien conçus conceptuellement, c'est sans doute juste parce que les auteurs ont un bon instinct de ce qui peut emmerder les gens. Ce n'est probablement pas le résultat d'une réflexion philosophique sur ce qui facilite ou complique la vie, car la série ne cherche pas à être cérébrale. Elle verse plutôt dans la plus simple des simplicités. Ce n'est pas le même type d'ambition que Tabaluga. Plutôt que d'être une série intelligente pour jeunes enfants, Wunsch Punch vise à être une série pour jeunes enfants de grande qualité. Entendez par là que ce n'est pas parce qu'elle est pour les enfants qu'elle va renoncer à être très bien réalisée. On peut finir sur le côté peu cérébral avant de parler du côté très bien réalisé. Ok. Donc du coup, c'est sûr que la richesse de la série ne résidera pas dans sa philosophie. Certes, l'épisode commence souvent par une réflexion de Bubonic et Tyrannia sur la condition humaine, Bubonic, aujourd'hui, c'est la voiture qui fait l'homme. et cette réflexion va leur inspirer leur sort du jour quand Monsieur Maledictus Maggot viendra les exhorter à le lancer. Mais dans l'ensemble, la série ne se caractérise ni par sa subtilité, ni par sa profondeur. Une chose qu'on regrette quand on la regarde adulte, c'est que la solution des énigmes d'Antinoé laisse sur sa fin la plupart du temps. Souvent, la solution de l'énigme consiste à contrarier la logique interne du sort. Mais déjà, ce n'est pas toujours le cas, et quand elle n'est pas trop évidente, cette solution est souvent trop littérale. On espérerait souvent quelque chose de plus cérébral. Par exemple, dans cet épisode, les sorciers ont transformé tous les habitants de Mégalopolis en animaux. C'est embêtant parce que du coup, ils n'arrivent pas à se concentrer suffisamment pour accomplir leurs tâches qui permettent à la société de fonctionner. La solution consiste à emmener un couple d'animaux de chaque espèce dans un bateau, comme pour l'Arche de Noé. Une fois que c'est fait, il ne se passe rien. Un spectateur adulte s'attendrait à ce que Jacob et Maurizio se rendent compte qu'il faut aussi amener les sorciers, qui sont les deux seuls humains restants. Et ben en fait non, c'est juste qu'ils avaient oublié un taureau et un couple de requins. C'est décevant. La solution de l'énigme elle-même est ce qui intéresserait le plus un adulte, mais c'est aussi apparemment ce qui a le moins intéressé les scénaristes, à tel point que parfois les héros trouvent la solution par accident. Mais un enfant y trouve son compte. Comme on disait précédemment, c'est loin d'être négligé du point de vue de la réalisation. On le voit à l'animation qui est très travaillée, ainsi qu'à la structure et au rythme des épisodes qui sont très bien maîtrisés, et aux bibles littéraires et graphiques qui sont étonnamment fournies pour une série de ce genre, la série est quand même ambitieuse. Mais son ambition, c'est de faire un très bon divertissement pour jeunes enfants, sans se prendre la tête à essayer de plaire aussi aux babysitters. Il suffit de regarder l'humour. En dehors de 2-3 répliques franchement cryptiques, J'avais acheté un livre pour essayer de te cerner mieux. Le félin est une personne. c'est un humour simple, parfois verbal, parfois visuel, qui peut faire rire les adultes, parfois même aux éclats, mais ce sera alors par accident, car il est avant tout destiné à faire rire les enfants. C'est assez stupéfiant et inhabituel de voir autant d'efforts investis dans quelque chose de finalement aussi basique. Et ça prouve que plaire aux enfants, c'est une ambition aussi respectable qu'une autre. En tout cas, ce n'est pas une ambition impliquant un effort moindre. Ce qui est triste, vous l'aurez d'ailleurs compris, c'est qu'on ne peut apprécier la série adulte qu'à condition de s'intéresser au dessin animé. C'est loin d'être comme Gargoyles qui se regarde à tout âge. C'est peut-être fort de la certitude qu'ils ne seront jamais regardés par un public perverti par les ans, que les animateurs ont parfois fait leur boulot avec une candeur presque indécente. Alors ils ont pas pu ne pas y penser. En même temps, qu'est-ce que tu attends de créateurs qui choisissent ça comme enseigne d'hôpital? Je m'attends à ce qu'ils aient un humour plutôt gras et sadique. Oui. 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 Qu'est-ce que je disais? Quand les sorciers ont fini de dire leur poème à l'envers, le sort est jeté et le coucou est remonté automatiquement. Au début du compte à rebours, puis chaque fois qu'une heure passe, il se produit ça. Aïe, aïe, oui. Oh,
Oh là là, ce suspense me rend nerveux. C'est dans le bouquin, ça, ce coucou est même la première chose décrite. Au début de la série, il dit que des aïe. Au bout d'un moment, il commence à dire des choses plus complexes. Le décompte va commencer. Mais c'est vrai que c'est étrange qu'une telle violence gratuite ait été tolérée, vu que la série a quand même subi une certaine censure. Comment ça? Bah, on peut être sûr de rien, mais dans cet épisode, qui est l'épisode de l'échange de corps, il y a besoin de mettre la vidéo en pause et de réfléchir pour comprendre comment la situation a été résolue. On va pas trop s'étendre sur les détails, mais disons pour faire simple qu'il faut, pour résoudre l'énigme, que Jacob dans le corps de Maurizio chante dans le ton ce qu'il n'arrive pas à faire. Et d'un coup, boum, le sort est levé, on sait pas comment. Maurizio sous-entend qu'il a mordu Jacob dans son corps quand lui-même était dans le corps de Jacob. Mais on a juste vu Jacob dans le corps de Maurizio avoir mal au cul et donner de la voix apparemment pour cette raison. On ne l'a pas vu se faire mordre. Ont-ils censuré le plan où Maurizio se livrait à cet acte barbare? Autre exemple, là c'est le sort avec les numéros perdants du loto qui consiste à rendre tout le monde dépressif. Les sorciers parcourent les rues dans la voiture de Bubonic, qui est un corbillard, et des gens se mettent à le suivre en pleurant. On ne nous explique absolument pas le gag. Comme si on n'avait pas le droit. Et à part ça, on a le droit de dire cul. Les sorciers ont fini par réussir à mettre cette ville cul par-dessus tête. Passons. Du fait qu'elle est destinée exclusivement aux enfants, cette série se permet quelques incohérences, quelques imprécisions et 2-3 trucs pas très crédibles. Certaines incohérences résultent sans doute d'une petite incompréhension entre les scénaristes et les animateurs, comme cette fois où ils parlent de l'unique lion qu'ils connaissent alors qu'ils en ont croisé un autre en arrivant au zoo. D'autres sont plus diffuses, comme le fait que le nombre d'échecs que Monsieur Maledictus Maggot attribue aux sorciers dans certains épisodes n'est pas toujours crédible compte tenu de ce qu'on sait sur les durées, ou le fait que la série n'est pas très au clair sur si les animaux sont compréhensibles ou non par les humains. L'ambiguïté s'explique peut-être par ce qui est dit dans le livre. Les animaux peuvent se faire comprendre des sorciers, mais pas des humains normaux. C'est pourquoi ils se retiennent de parler devant les sorciers, mais pas devant les humains normaux qui ne les comprennent de toute façon pas. Ça n'explique pas tout. Ils peuvent être compris des humains dans certains épisodes, mais il semblerait que ce ne soit possible que si les humains ne voient pas que c'est un animal qui est en train de leur parler. Sinon, l'immense mégalopolis est comme le pari de Ladybug. Il n'y a qu'une journaliste qui présente à la fois les reportages, les interviews, les conférences de presse, le journal et la météo, et le maire a le droit de demander au capitaine des pompiers de laver sa voiture. Et à part ça, la série se veut assez réaliste pour préciser que le maire est en réalité député maire. Blague à part, ces aspects exagérément simplistes le sont vraisemblablement par choix, car il y a visiblement eu une vraie réflexion lors de la création de l'univers de la série. Alors que ça ne joue jamais aucun rôle dans l'intrigue, Mégalopolis est une ville très cosmopolite, ce que les villes de dessins animés sont rarement sans raison. Et plus encore, on y trouve une proportion assez élevée de couples mixtes parmi les figurants, ce qui est d'autant plus notable que ce détail est lui aussi parfaitement inutile, et que le chara-design des figurants humains dans la série est par ailleurs très minimaliste. Oui, on sait, à notre époque, voir ça dans les dessins animés devrait être tellement banal qu'on ne le remarque même pas quand c'est là. Et de fait, nous avons mis plusieurs épisodes à vraiment le relever. Mais cette diversité affichée n'est pas complètement sans effet sur l'expérience de visionnage. Voir plusieurs ethnies et plusieurs traditions cohabiter dans le même espace donne le sentiment que l'univers dans lequel on se trouve a une histoire et une géographie. Avoir pris la peine de donner ce type de relief à Mégalopolis dans une série qui n'a pas spécialement l'intention d'être complexe, ça mérite quand même d'être relevé. La dernière fois que j'ai vu autant d'origines mélangées comme ça de manière aléatoire sans que ça ait d'autre intérêt que de faire exister l'endroit, c'était dans... Il y a peut-être quand même un autre intérêt, c'est que du coup Mégalopolis pourrait ne pas être une ville européenne. Ouais, enfin, la saison 2 tranche sur cette question. Mais au-delà de ça, la meilleure preuve que la série est ambitieuse, c'est que son réalisateur, Philippe Amador, en est visiblement très fier. En tout cas, on entend souvent son nom dans la saison 2 au détour de dialogues divers et variés. Et une bouteille de parfum Nuit d'amour de chez Amador. Pourtant, je dirais que la saison 2 est moins bien que la saison 1. On a déjà évoqué le fait que la saison 2 met beaucoup moins d'emphase sur le compte à rebours, ce qui, on l'a vu, est une fausse bonne idée. Son autre défaut est que cette saison 2 est tout à fait une saison 2. C'est-à-dire que certains épisodes cherchent à s'éloigner des sentiers battus et à sortir un peu de la formule habituelle. Pas trop quand même, il y aura toujours plus ou moins un sort à déjouer. Mais avec des variations du style Maggot Monsieur Maledictus Maggot décide d'emporter les animaux des sorciers chez lui, ce qui est problématique pour déjouer le sort, ou Bubonic fait un pacte avec le diable en échange d'un niveau plus élevé en magie pour jeter un sort infaillible, ou encore Bubonic et Tyrannia utilisent la Wunschpunch pour remonter le temps afin d'empêcher les ancêtres de Monsieur Maledictus Maggot de se rencontrer. Ce sont des concepts intéressants, mais c'est là encore une fausse bonne idée. Du fait qu'elle n'a pas l'ambition d'être complexe, la série gère ces situations plus complexes avec trop de simplicité. Et les résultats de ces tentatives de sortir du schéma habituel sont un peu décevants.
Mais dans l'ensemble, les épisodes de la saison 2, même ceux qui essayent d'innover, ne sont pas mauvais. On ne perd jamais complètement de vue ce qui fait l'intérêt de la série. Et contrairement à beaucoup de saisons 2, le graphisme ne change pas. Surtout, contrairement à beaucoup de saison 2, les personnages ne sont pas flandérisés. Oui, vous savez, souvent quand une série se prolonge, des personnages initialement complexes, ou en tout cas nuancés, sont progressivement réduits à une seule caractéristique, généralement pour l'humour. Ce qui fait que des personnages compétents mais comiques finissent par devenir incompétents car comiques. Quand c'est pas carrément des personnages intelligents et raisonnables qui deviennent tout à coup complètement cons. Bah dans Wunschpunch, y a pas ça. Et heureusement, car les personnages sont ça pour... Pourquoi luttent tous les vrais guerriers? Non! Mais il y avait longtemps, dis donc. Si le rythme est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas pendant l'épisode, les personnages sont ce qui fait qu'on a envie de voir le suivant. Nos héros, Jacob Scribouillard et Maurizio Di Mauro, sont peut-être les plus archétypaux. Jacob est le vieux, Maurizio le jeune. Jacob est le vif d'esprit, Maurizio le... un peu plus lent. Jacob est le pantouflard traditionnaliste, Maurizio le moderne curieux du monde. Jacob est le pragmatique, Maurizio l'idéaliste. Précisons, Maurizio est le jeune héritier d'une longue lignée de chevaliers et d'artistes vénitiens, d'où un goût prononcé pour le chant. Il est clairement meilleur chanteur qu'Assurance Tourix, mais le fait qu'il chante bien ou mal semble dépendre de l'épisode et de à qui on pose la question. À l'oreille du spectateur, c'est clair, il chante mal. Mais ce qui frappe aussi, c'est qu'il a complètement une voix de chat. Qu'est-ce qui se passe, Jacob? On dirait que t'as vu un fantôme. Le casting vocal français a été très bien fait pour cette série. Il est jeune, il est attiré par la nouveauté, mais surtout, il est gros. Oui, c'est clair, c'est le gros. Mais la série ne force pas excessivement le trait là-dessus. Il mange trop, donc il est en surpoids, et il peine parfois un peu pendant l'action à cause de ça. Et en plus, il est un peu lent et il a souvent besoin que Jacob lui explique les choses, notamment la solution des énigmes, façon Dr. Watson dans beaucoup d'adaptations de Sherlock Holmes. Du coup, dans les premiers épisodes, c'est un peu un point mort. Mais il lui arrive de dire négligemment une phrase qui inspirera la solution à Jacob, et il arrive même de plus en plus fréquemment au fil de la série que ce soit lui qui trouve la solution. Il n'en a tellement pas l'habitude que la première fois, il s'excuse carrément d'avoir trouvé la solution à la place de Jacob. Jacob, je sais que d'habitude c'est toi qui trouves la solution, mais regarde, c'est pas avec ça qu'on immortalise quelque chose? En outre, il compense ses insuffisances par un courage et une loyauté à toute épreuve, inspiré par la mémoire de ses ancêtres chevaliers. Même si Jacob est plus compétent dans l'absolu, ce sont deux qualités qu'il a moins. L'apparence de Jacob fait penser à un Ménat, mais c'est en réalité un corbeau avec une voix de corbeau. Crois-moi, mon petit Maurizio, la vieillesse n'épargne pas non plus les félins. De vieux corbeaux fatigués perclus de rhumatisme, qui ne manquera pas une occasion de s'en plaindre. C'est la raison pour laquelle ils ne volent pas directement jusqu'aux eaux pour perdre moins de temps. Ils volent, avec Maurizio sur le dos, mais pas sur de longues distances. C'est généralement lui qui a les bonnes idées, la présence d'esprit de tenter de saboter les sorts, et qui trouve la solution des énigmes. Bon, pourquoi il a des dents? Parce qu'il a un dentier. D'autres questions? Non. Comme c'est un corbeau, qui plus est un vieux corbeau, il a beaucoup plus de mal que Maurizio à approcher les humains. Il faut dire qu'il n'en voit généralement pas l'intérêt. C'est l'un des éléments qui font que lui et Maurizio sont plus deux personnages associés qu'un groupe de personnages formant une seule entité comme peuvent parfois l'être les sorciers. Il est moins idéaliste, donc moins droit dans ses bottes que Maurizio, donc même s'il est plus mature et plus raisonnable que Maurizio dans l'absolu pour remplir les missions sans se laisser distraire par ses sentiments personnels, c'est quand même lui qui, contrairement à Maurizio, peut manquer à son engagement envers le conseil des animaux par orgueil, et il lui arrive de se laisser distraire par la jante féminine, qui est son point faible. En effet, on voit aussi qu'il est moins idéaliste au fait qu'il est polygame. Non, sérieusement, il a plusieurs love interest au fil de la série, peut-être successives, peut-être simultanées, on y reviendra. Les sorciers, leurs maîtres, sont de loin les personnages les plus intéressants, les plus fascinants et les plus agréables à suivre. C'est pour ça qu'il est essentiel qu'on coupe régulièrement sur eux au cours de l'épisode. Tyrannia et Bubonic sont aussi différents l'un de l'autre, peut-être davantage, que Jacob et Maurizio. Paradoxe, c'est le maître mot pour les décrire. Bubonic est le vieillard traditionnaliste technophobe et pantouflard, Tyrannia est la femme active d'âge moyen, moderne, technophile, entreprenante et dynamique. Pourtant, c'est Bubonic le neveu et Tyrannia la tante. Il faut dire qu'ils sont éternels. Ils ont tous deux un âge surhumain et on précise bien dans un épisode qu'ils sont carrément immortels, ce que leurs animaux ne sont clairement pas. Leur apparence est celle de leur personnalité, pas celle de leur âge. Elle est quand même indépendante de leur volonté. Tyrannia n'aime pas être grosse et Bubonic n'aime pas être chauve. Mais leur apparence n'est pas le seul paradoxe. Pourquoi Jacob est-il l'animal de Tyrannia et Maurizio celui de Bubonic? Tout les sépare de leur maître et les rapproche de celui de l'autre. Enfin, presque tout. Parce qu'ils sont si différents et parce qu'ils sont méchants de façon générale, ils se détestent. Mais ils doivent vivre ensemble, d'abord parce que l'inspecteur les y oblige, et ensuite parce qu'ils détiennent chacun la moitié du parchemin de la Wunschpunch. La série est pour les enfants, mais elle n'est pas stupide. Bien entendu que chacun essaie régulièrement de s'emparer de la moitié du parchemin de l'autre. Enfin, c'est surtout Tyrannia qui essaye de s'emparer de la moitié de parchemin de Bubonic. Et bien entendu que les animaux essayent de trouver et de détruire une des deux moitiés de parchemin. Enfin, surtout celle de Bubonic.
Mais ils cachent chacun trop bien leur moitié de parchemin, surtout Bubonic, et tout ce petit monde demeure obligé de respecter le statu quo. Même si tout les sépare, les sorciers jouent un rôle commun dans l'intrigue, celui de jeter des sorts et d'être persécutés par Monsieur Maledictus Maggot. L'un et l'autre trouvent tour à tour l'idée du sort du jour en fonction d'un truc qu'ils ont vécu généralement ensemble plus tôt dans la journée. En ce sens, le personnage Les Sorciers est plutôt traité comme une entité bicéphale. Bien qu'immortels et asociaux, ils sont humains. Ils vivent parmi les humains et même s'ils méprisent les humains normaux, ils ne sont clairement pas complètement insatisfaits de vivre parmi eux. C'est parce qu'ils connaissent bien les humains qu'ils trouvent toujours de bonnes idées de sorts. Mais c'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas vivre totalement à l'écart de l'humanité qu'ils finissent fatalement par souffrir eux-mêmes des effets de leur sort. On ne saura pas pourquoi ils ne prennent jamais d'eux-mêmes l'initiative de jeter un sort. Est-ce parce qu'ils sont paresseux ? Ou est-ce au fond parce qu'ils ne sont pas réellement méchants? Ils sont vraiment pas conciliants entre eux et très agressifs avec leurs voisins les douillets, y compris avec leurs enfants Chris et Stella. Mais ils aiment vraiment leurs animaux, même si c'est pour ce qu'ils leur apportent. C'est d'ailleurs tragique que leurs animaux soient en fait la source de leur malheur, et que leur amour pour eux ne soit pas tellement réciproque. Paresse ou manque de méchanceté, en tout cas, Monsieur Maledictus Maggot a toujours besoin de les menacer pour qu'ils se mettent au travail. Vous l'aurez compris, l'inspecteur envoyé par le ministre du Mal n'aime pas qu'on lui manque de respect. Il corrige toujours les sorciers lorsqu'ils ne l'appellent pas monsieur, et parfois il les corrige un peu sans raison. Oui, Monsieur Maggot. Monsieur Maledictus Maggot. Dans le livre, c'est simplement que Bubonic écorche son nom. Il dit Fade au lieu de Made. Vu qu'ils l'ont traduit par Maggot, ils auraient pu garder le gag du livre et le faire appeler Peut-être pas. Non, peut-être pas. De toute façon, les dialoguistes se lassent de ce gag dans la saison 2, car il s'y fait beaucoup plus rare. Toujours est-il que Monsieur Maledictus Maggot a hérité son apparence d'homme cafard de ses ancêtres. Mais c'est surtout un sorcier extrêmement puissant. Il vit dans une autre dimension ou sur une autre planète, c'est pas très clair, et il ne voyage jamais sans sa valise parce qu'il voyage dans sa valise. Il peut apparaître aux sorciers de toutes les façons possibles et imaginables, mais il disparaîtra généralement dans sa valise. Le plus souvent, il porte un chapeau, mais des fois non. Au fil de la série, l'inspecteur devient de moins en moins une fatalité et de plus en plus un personnage. Simple élément perturbateur qui met l'intrigue en mouvement dans la saison 1, il a visiblement beaucoup plus intéressé les scénaristes dans la saison 2. On découvre sa vie privée, on le voit faire une dépression nerveuse à cause des sorciers dont il n'arrive pas à tirer quoi que ce soit, et le scénario remet parfois en cause son objectivité en tant qu'inspecteur. Pour cause, les sorciers ne sont pas responsables de l'échec de leur sort. Cette évidence ne devrait pas échapper à un inspecteur chargé de les surveiller, pas sur le long terme. Une fois, il les observe en train de jeter leur sort, et il voit bien que le sort est correctement jeté. Avec ses pouvoirs, il pourrait se donner les moyens de trouver ce qui cloche, mais il est de trop mauvaise foi. D'autant plus que, même si on constate que les sorciers ne font pas un usage optimal de leur pouvoir, ils sont compétents en tant que sorciers. Par ailleurs, même si leur sort ne devient jamais permanent, ils auront quand même rendu les gens malheureux pendant 7 heures. Oui et non. Ce n'est jamais explicitement dit, mais on a des raisons de penser que les victimes du sort oublient leurs mésaventures après coup. On ne sait pas si cet effet de l'annulation du sort est immédiat ou si l'amnésie est plus progressive, mais il semble que, si le sort ne devient pas permanent, les gens ne gardent qu'un très vague souvenir de ce qu'ils ont fait pendant qu'il était actif. C'est quand même 7 heures de leur vie qu'ils ont perdu, qu'ils en aient conscience ou pas. Maggot devrait quand même prendre ça en considération. La série est pour les enfants, mais elle n'est pas stupide. Bien entendu que les sorciers finissent par tenter de se débarrasser de Maggot, d'utiliser la Wunschpunch contre lui vu qu'il est trop puissant pour qu'il l'affronte avec des sorts normaux. Ils font 3 tentatives dans ce sens dans la saison 2. C'est l'une des bonnes idées de la saison 2. Du coup, Maggot est le seul des 5 personnages principaux à être plus développé dans la série que dans le livre. Mais au fait, que vaut la série animée en tant qu'adaptation? Eh ben, c'est une adaptation étonnamment fidèle. Les personnages principaux sont les mêmes, si ce n'est que Maggot a une apparence humaine mise à part des bosses sur le crâne, que Bubonic et Tyrannia sont davantage intégrés à la société, lui étant un genre de pharmacien charlatan auto-entrepreneur, elle étant dans la finance, que Maurizio évoque des ancêtres napolitains, pas vénitiens, et seulement chanteurs, pas chevaliers, et que Jacob parle un langage familier. Il faut savoir que l'épisode préquel de la série, le 26 dans le listing français, le premier dans le listing allemand, est directement adapté du livre. Le synopsis est le même. Le soir de la Saint-Sylvestre, Bubonic reçoit la visite de Monsieur Maledictus Maggot, inspecteur au service du ministre du Mal, parce qu'il n'a pas rempli son quota annuel de méfaits contre l'humanité et de crimes contre l'environnement. Il a jusqu'à minuit pour rattraper son retard, sinon gare à lui. Sa tante Tyrannia, qui a reçu le même avertissement, vient le voir dans l'espoir de lui acheter sa moitié du parchemin de la Wunschpunch, car les immenses pouvoirs de celle-ci sont leur seule chance de causer suffisamment de malheur en une nuit pour remplir leur quota. De fil en aiguille, ils décident de s'associer pour préparer et utiliser la Wunschpunch et leurs animaux respectifs, Jacob et Maurizio, tous deux espions à la solde du Conseil des animaux, s'associent pour faire échouer leur projet. Des ajustements ont été faits d'une part pour que ce scénario puisse être le prélude à une série, et d'autre part pour le rendre aux normes de la télé-jeunesse. Parmi ces ajustements, il y a le fait que dans le livre, les sorciers ont parfaitement conscience que leurs animaux sont des espions chargés de prouver au Conseil des animaux leur culpabilité dans les malheurs du monde, et c'est à cause des efforts qu'ils font pour ne pas éveiller leurs soupçons qu'ils ne remplissent pas leur quota. Ensuite, même s'il y a une notion de compte à rebours de 7 heures dans
dans le roman, le fonctionnement de la Wunschpunsch y est différent. Dans le livre, en plus d'être horriblement difficile à préparer, la potion est alcoolisée et doit être bue jusqu'à la dernière goutte. Mais à part ça, le déroulement est le même dans l'épisode que dans le bouquin, juste que dans certains détails incongrus de mise en scène et avec les mêmes facilités scénaristiques. En fait, de manière générale, même dans le reste de la série, chaque fois qu'un détail paraît vraiment très bizarre, il y a de bonnes chances que ça vienne du livre. On a déjà évoqué le coucou, qui est la première chose décrite dans le livre. En outre, Jacob y est clairement polygame. Ça explique ses multiples love interests dans le dessin animé. Bien que ce soit curieux d'avoir adapté cet aspect-là du roman, même de manière allusive. Par certains aspects, le roman est plus détaillé que la série. On nous en explique davantage sur les sorciers, sur leur spécialité en matière de magie, sur leur contribution au malheur du monde. Mais par d'autres aspects, c'est la série qui est plus détaillée avec ses personnages secondaires absents du roman. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer après notre énumération des différences entre l'œuvre d'origine et l'adaptation, le livre n'est pas spécialement plus complexe ou cérébral. On y retrouve l'amour de Michael Ende pour tout ce qui se rapporte à l'écrit, mais dans un sens, l'idée originale de la série de dire l'incantation à l'endroit puis à l'envers est elle aussi très dans le style de Michael Ende. Le livre est plus verbal, évidemment. C'est plus littéraire et l'humour lié au langage y est plus recherché. Pour autant, on ne se sent pas dépaysé quand on lit le livre après avoir vu la série, comme ça a été notre cas. Et je gage que le trajet inverse du livre à la série n'est pas plus dépaysant. Mais paradoxalement, le livre ne présente pas beaucoup d'intérêt pour les fans de la série. Je pense que l'inverse est vrai aussi, car c'est un bon livre qui se suffit à lui-même. Ce que ça prouve, c'est que la série se suffit également à elle-même, et ne tire nullement son intérêt du fait d'être une adaptation, même si c'est une bonne adaptation. Ce dessin animé est d'abord et avant tout un excellent divertissement pour les enfants, peut-être uniquement pour les enfants et les critiques de dessins animés, réalisé avec talent, avec autant de moyens qu'il en fallait, autant d'ambition qu'il en fallait et autant d'audace qu'il en fallait. C'est une production très maîtrisée qui savait où elle allait et ce qu'elle voulait faire. Et pour que Wunschpunsch répande l'enfer, répétons la review à l'envers. Non, je déconne, cette série mérite qu'on s'en souvienne. Je sais, ce n'est pas très drôle, un régime, mais pour te remonter le moral, n'oublie pas, mon petit mine, la mode est au maigre. Mon exposé, j'en ai marre, mais où il est? Pourquoi y a pas de crocs en bouche? Je veux en manger un! Mange, tu es toute maigrichonne. Prends un burrito. Par tout ce qui pue et grésille, j'ai horreur des intrus. À toi de décider si tu veux que ça se passe mal ou non. Alors, Sébec, il semble que cette petite mortelle se soit montrée plus rusée que toi. Je crois qu'il serait sage que tu reviennes sur ta décision. Mo, nous avons 7 heures pour annuler le sort, sinon il deviendra permanent. Un instant, laissez-moi sentir ça, ensuite je suivrai l'odeur. C'est immense, regardez un peu. Où est Oli? C'est vous, boss, monsieur Dupuis. Les dossiers R1 et R2, oui. Un drap qui pend d'une fenêtre à la prison? Oui, oui, absolument, vous avez raison. Je vais m'en occuper tout de suite. Dis Jacob, est-ce que tu me trouves gros? Il m'avait prévenu, mais je dois avouer que c'est surprenant de voir des Digimon dans le monde réel. Voyons voir. Il ne me reste plus qu'à passer au plan B. Franz, tu parles comme un brigand qui se serait enfui. Je représente votre employeur, le très peu honorable ministre du Mal, qui est très contrarié. Vous n'avez pas honoré votre contrat cette année, monsieur. Je viens de le faire. Oui, mais mon fils Oscar est certainement d'aussi bonne qualité, d'un aussi grand courage. Nous n'avons jamais réussi à l'ouvrir. Salut tout le monde. Je crois avoir compris qu'on a encore un sort sur les bras. T'es toujours en train de perdre tes affaires. Un jour, ce sera ta tête. Je m'excuse de vous déranger. Nous cherchons le mage Zabor. Vous ne pourriez pas épousseter avec plus de discrétion? Je peux plus mettre de chaussures. Et sans chaussures, impossible de jouer au foot. Ah, c'est n'importe quoi. La flamme n'est pas en sécurité dans ce truc. Parce que j'ai oublié mes nouvelles lunettes de soleil. C'est une histoire de sorcier très bête aimée.